Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, Monsieur Nathanaël Ouedraogo, géologue, administrateur gestionnaire des industries minières et extractives, PDG des industries agroalimentaires Sahélio SA et président du MODEM, le mouvement démocrate. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Ouedraogo, vous êtes titulaire d'un DSS en administration et gestion obtenu à l'Université d'Orléans en France en 1983, informaticien du Centre d'études supérieures industrielles de Paris. Vous obtenez une expertise également en développement et environnement de l'Institut du développement du tiers-monde de Marseille, 88. Alors on a envie déjà à ce niveau de vous poser la question, finalement, qu'est-ce qui vous passionnait après votre baccalauréat série D que vous avez obtenu en 1978 au Collège protestant de Ouagadougou? Alors le jeune bachelier de l'époque, qu'est-ce qui vous passionnait en termes d'options pour l'étude supérieure? Bon, avant de parler justement de passion pour l'étude primaire, il y a une anecdote sur même mon entrée à l'école que je voudrais un peu raconter. Okay. Moi, je suis né le 4 novembre. Et à l'époque, je devais entrer à l'école Goumet Sud. Et quand je me suis présenté le 1er octobre de la rentrée, j'avais 6 ans et 11 mois. Et donc, on a dit que ce n'était pas possible puisque la loi disait qu'on doit avoir 7 ans révolus au 1er octobre. Donc, il me manquait 1 mois à peine pour entrer donc, à l'école sud de Goumet, puisque mon papa habitait juste à côté du marché de Goumet. Furieux, le vieux, il me prend, il m'amène derrière Tanguem Barrage au collège protestant et il m'inscrit là-bas à 6 ans, 11 mois. Et donc, je devais quitter à 5 h du matin avec mon plat de thau, de sarabo, de gauche et le sac à droite et marcher dans toute la ville de Ouaga pour aller étudier au collège protestant depuis le CPE. Donc, déjà, j'étais passionné par l'école parce que pour moi, j'avais l'impression que c'est une élite qui était là. Parce qu'on jouait toujours à Goumet à côté, on voyait les gens rentrer, on écrivait. Vraiment, moi, j'admirais ça parce qu'il y avait une forme de discipline, une forme aussi d'appartenance à quelque chose. Que nous, dans la rue, quand on s'amusait comme ça, à courir, ça me mystifiait. Donc, cela m'a donné tout de suite, malgré la distance, l'envie tous les jours de me lever et d'aller là-bas à 6 ans, 11 mois. Donc, arrivé au bac, c'est encore une autre histoire. Puisque je vous dis, je suis rentré au CP1, là-bas, au collège protestant, et j'ai fini en terminale au collège protestant. C'est pour vous dire que je ne savais même pas qu'il y avait des filières. Je ne savais même pas qu'il y avait une série D. Puisque je passais de classe en classe, de 3e en seconde, il y avait la seule seconde au protestant. C'est un peu le parcours. Oui, je suivais, l'essentiel c'est de pouvoir être toujours parmi les meilleurs élèves, les plus disciplinés, les plus travailleurs. Et c'est comme ça que quand j'ai eu le bac, j'ai appris que c'était un bac D. Et encore une fois, c'était encore une surprise. Voilà, 1978. Du coup, il fallait faire des propositions d'options. Malheureusement, mes parents aussi ne sont pas dans l'administration. On ne savait même pas qu'est-ce que c'est que les filières. Donc, je vous affirme qu'on a mis comme ça. Donc, pour moi, c'était les sciences qui m'intéressaient le plus. Donc, bon, j'ai mis sciences. Après, je crois que j'ai aussi mis un peu l'agriculture. Et puis, à la fin, j'ai mis santé. Bon, il y a des gens de série D qui sont partis en santé. Effectivement, on m'a envoyé à l'école des sciences de l'université du Bénin, qui était l'université du Togo à l'époque, qui s'appelait l'université du Bénin. Voilà, à Lomé. Et c'est là que je suis arrivé là-bas, vous êtes en CBBG? Je suis en CBBG. Et donc, c'est là que je découvre la géologie, que je découvre la biologie, que je découvre la chimie. Mais est-ce que la passion que vous aviez en tant qu'élève, dévalant donc les kilomètres au quotidien pour aller au collège protestant, est-ce que cette passion demeurait pour la Oui, cette passion demeurait. D'autant plus que il y a deux choses qui ont marqué mon enfance. J'avais un oncle qui était au marché de Goumet, qui était réparateur de postes radio. Et à l'époque, il y avait des transistors, pour ceux qui savent. Et en fait, quand vous regardez les bandes sur les transistors, il y a des couleurs jaune, vert. Et en fait, ça donnait la puissance du transistor. Et donc, avec lui comme ça, durant tout mon cursus, quand on n'était pas au champ, j'étais chez lui dans son machin de réparation, atelier de réparation. Et quand je suis arrivé à Lomé, comme je vous disais, à l'école des sciences, il y avait un laboratoire où on devait faire tous ces
éléments-là. Et chaque fois que le professeur nous expliquait comment calculer le transistor en le mesurant avec des diodes et les électrodes, moi j'ai trouvé toujours, je lui disais, mais ce transistor-là, il fait 1800 kappa. Il dit, mais comment vous savez ça? Donc je ne voulais pas lui dire. Et chaque fois j'étais en avance sur les élèves. Ouais, donc ça m'a encore passionné. Et au collège protestant, à l'époque, il n'y avait que 2 laboratoires en fait, au niveau des écoles, et c'était au collège protestant le 2e laboratoire. Donc moi, je suis arrivé aussi à Lomé avec une blouse blanche de ce laboratoire-là. Et du coup, mon professeur, qui était un Français, m'a nommé comme garçon de laboratoire pour l'aider parce que tout ce qui concernait les microscopes, le réglage, et du coup, ça m'a donné encore plus de passion en me disant, tiens, j'ai un peu de pouvoir. Voilà, donc ça m'a encore poussé à aller plus loin dans les études, dans la connaissance, parce que ça montrait que dès qu'on avait une connaissance, même acquis dans un atelier de répartition de postes, ça peut servir. Ça peut servir. En tout cas, l'expérience de Lomé va finalement tourner court. Ah ben oui, grâce à un de vos confrères, Norbert Zango, avec qui était votre promotionnaire. Voilà. Il était dans la même chambre. Oui, il a écrit une lettre avec tout un manifeste et qu'il a envoyé ici, à l'époque, à l'UGF, l'Union des étudiants voltaïques à l'époque. Et cette lettre a été interceptée par le pouvoir et ça nous a valu d'être expulsés, tous les Burkinabés, tous les étudiants burkinabés à l'époque, on a été expulsés de toutes les cités universitaires de Lomé. On s'est retrouvés dans la rue. Par la faute de ce monsieur. Et d'ailleurs, ça coïncide avec le coup d'État. Le coup d'État de Cézerbo qui a renversé la Mizana. Qui était l'ami du général Yadema, donc il n'était pas content, il voulait créer des problèmes à Cézerbo. Donc l'un faisant, on s'est retrouvés dans la rue, 680 étudiants, dans une seule maison. On a casé nos valises et nous-mêmes on dormait sur le bord de la route. Et le gouvernement a envoyé donc le directeur des eaux universitaires pour essayer de nous reloger, parce que si on rentrait, ils avaient peur qu'il y ait des mouvements qui allaient entraîner des mouvements des étudiants ici. Donc vous étiez finalement des personnes en non grata? Non grata, mais ça n'a pas empêché qu'au bord de la rue, je continuais à aller à l'école. Je continuais à aller à l'université. C'est vrai, beaucoup se sont découragés, ils n'y allaient plus. Voilà. Et après la première année, donc j'ai réussi, nous étions 2 Burkinabés dans notre promotion à avoir réussi malgré à valider l'année. Voilà, à valider l'année. Et quand nous sommes rentrés, 4 août, Sankara fait son coup d'État. Et donc, il décide de dire à la France, nous avons plus d'étudiants, donnez-nous les bourses, on va construire les amphis ici pour que beaucoup d'élèves puissent bénéficier. Et c'est comme ça que nous étions 2 à aller en 2e année, et donc, on ne pouvait pas faire autrement. Que la première année. Voilà, ils ouvraient la première, nous on allait en 2e année, ils nous ont négocié pour nous envoyer à Niamey. Et arrivé aussi à Niamey, j'ai encore eu vraiment le courage d'étudier et en juin, je me suis retrouvé le seul admis de la promotion en juin à l'université de Niamey. Je rentre ici, eux ils allaient en 2e année, moi j'allais en licence. Et on me propose une année blanche pour les attendre. C'est que vous refusez? Bien sûr, quand même au vu de, comme vous dites, ma passion pour les études et ce que j'ai quand même pu accomplir dans des conditions difficiles, bon, je voyais mal perdre une année. Et j'ai assiégé le bureau du directeur des œuvres universitaires chaque matin. J'étais assis dans son bureau. Monsieur Ouedraogo, le gars de Niamey là, c'est quoi? J'ai dit non, moi, il faut que vous me trouviez une inscription. À la fin, il me dit, écoute, je vais en parler au ministre, mais nous, on peut pas, on ne sait pas où te mettre. Parce qu'à l'époque, on n'envoyait plus d'étudiants en France. Plus en France, et même ailleurs, en Afrique, hein, Sankara était parti dans l'idée de tout construire ici. Donc, il me dit, bon, je vais voir le ministre, et puis, donc, il voit le ministre, il lui explique, écoutez, le dossier de ce monsieur, il a gagné le bac D avec mention bien, il est passé parmi les gouttes d'eau à Lomé, à Niamey, il est le premier de sa promotion. C'est un gâchis de le laisser faire une année blanche, et lui-même, il n'en veut pas. Donc, le ministre dit, bon, écoutez, s'il peut trouver une inscription, mais nous, on ne se mêle pas. Il vient me dire, ah, le ministre a dit, si vous pouvez trouver une... Ah, j'ai dit, mais moi, j'ai une inscription d'un professeur à Niamey qui m'avait fait remplir un dossier par courtoisie, j'ai accepté, mais je n'y croyais pas trop. Si vous voulez, elle dit, ah non, surtout pas en France, parce qu'on n'envoie plus quelqu'un en France. Encore si c'était Dakar. Et il se trouve que c'était justement Orléans. C'était Orléans. Et finalement, mon dossier est passé en conseil de ministre, devant Thomas Sankara, qui dit, bon, écoutez, au regard de
le parcours de ce monsieur, ce serait effectivement un gâchis. Et comme il a une inscription, parce que mon professeur, effectivement, m'avait inscrit à Orléans. Comme il a une inscription, on l'envoie en France, même s'il devait se perdre par rapport à la Révolution, bien sûr. Perdu de la Révolution, bien sûr. C'est pas grave. Envoyer un étudiant chez l'impérialiste, c'était un peu difficile, mais ils ont accepté, compte tenu du parcours que j'avais, de m'envoyer donc à Orléans en France. Mais à l'époque, vous aviez quoi comme ambition, au-delà de ces études? Ou bien en ce moment également, vous ne voyez pas quelque chose? Déjà, quand même, à partir de la licence, j'ai commencé justement avec les professeurs que je côtoyais à vraiment me renseigner, savoir le travail, qu'est-ce qui était mieux pour moi. Et je demandais à tous mes professeurs, vous savez, comme on dit, c'était CBBG. Chimie, biologie, géologie. Donc il y avait 3 filières qui s'offraient à moi. Et j'ai tout fait. Et j'ai eu un professeur, le professeur Pouclé, qui est un des sommités de la géologie, qui m'a expliqué qu'un pays comme le Burkina a besoin de géologues. Et que des études ont été faites au moment de la colonisation, de l'exploration, et que c'est un pays, en tout cas, qui a un potentiel minier à l'époque. Effectivement, on avait vu Tambao, qui depuis les années 60, on a... Et en plus de ça, il y a les forages. Il y a les forages, etc. Donc moi, je me suis dit, écoutez, ce côté-là, vraiment me plaît beaucoup. Technique, exploration, capacité aussi de générer beaucoup de fonds. Parce qu'il m'expliquait que vraiment, la géologie, c'est tout ce qui est mine. Et les mines, c'est ça qui commande le monde. Ça nourrit son homme. Très bien même d'ailleurs. Alors, je me suis jeté et j'avais 2 professeurs. Il y a un aussi qui était un grand biologiste qui a écrit beaucoup de livres sur la biologie, la physiologie animale. Et j'étais le premier de son élève depuis Niamey. Et quand je suis arrivé à Orléans aussi, il y avait un volet, parce que lui et sa femme étaient doctorants de ce monsieur-là, ensemble à l'université. Il a tout fait pour me ramener. Il m'a même trouvé une bourse française pour revenir en biologie, physiologie, animale. J'ai dit non, on m'a convaincu de la géologie. Moi, je l'ai géologue. Licence, maîtrise de SS à Orléans, en France. Tout à fait. Et après quoi, donc, vous revenez? Voilà. Alors, voilà, à la fin, effectivement, avec un projet monté par les chambres africaines et consulaires et françaises qui cherchaient des étudiants à l'époque et qui voulaient se lancer dans le privé. Vous savez, à l'époque, hein, avant que vous finissiez, on vous cherchait pour vous insérer dans la fonction publique. Vous étiez des oiseaux rares. Oui, et je vous rappelle que nous avons fait une grève à Niamey et le gouvernement, en 82, nous a menacé que si on ne reprenait pas les cours le lundi, nous serions tous reversés dans nos ministères de tutelle pour emploi. J'ai dit, si on fait ça aujourd'hui, ben, tout le monde se met en grève parce que chacun cherche un boulot. Mais à l'époque, c'était un chantage de vous dire que vous n'avez pas fini vos études et qu'on allait vous mettre dans un ministère pour travailler. Oui. Donc, à l'époque, quitter et puis dire qu'on n'est pas fonctionnaire, il faut être fou. Donc il y avait quelques élèves comme ça, étudiants en France, qui pensaient que c'est bien d'aller dans ce privé. Et aussi on était en train de nous convaincre que vraiment c'était bien de développer ce volet-là. Et c'est comme ça qu'on a monté un projet sur ce que moi j'ai appelé Faso Forage, le nom de cette entreprise-là. Et malheureusement, en arrivant ici, je me rends compte que je suis en fait l'objet d'une manipulation politique qui ne me regarde pas. Un bras de fer entre bien sûr, le Burkina et la France, le Burkina de Sankara Karma. Et l'ancien colon, le colon. Le Burkina Faso avait une société d'État de forage. Et la France en avait un autre qui s'appelait Stenwick, qui était installé au Burkina. Et quand la France finançait les forages au Burkina, c'est Stenwick France qui exécutait les marchés. Et Sankara s'est rendu compte qu'en fait, il donnait d'une main pour reprendre de l'autre. Donc Sankara a saisi tout le matériel de Saint-Louis et mis à la disposition de la société d'État. Ça créait un conflit forcément diplomatique. Et moi, dans le montage que j'ai fait en tant que géologue, bon, je suis allé, parce que Saint-Louis était installé aussi à Orléans, plus le Bergem aussi qui était à Orléans, le bureau de recherche géologique et minière de France était à Orléans. Donc j'ai côtoyé toutes ces entreprises-là, et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire une société de forage. Et on m'a poussé. Et même la France, à travers Propaco, m'a donné le capital social. Et Saint-Louis pour venir vous installer. Oui, et j'arrive, je rends compte que, effectivement, les autorités se rendent compte que la France, par un manège de Burkinabé... C'est un valet de l'impérialisme. C'est le mot qui était utilisé à l'époque. Donc, ils annulent le projet, ils bloquent les fonds qui sont virés pour que je crée l'entreprise et je repars en France. Voilà.
Vous vous retrouvez au Niger. Voilà, dans une société agroalimentaire que quand j'ai séjourné là-bas, j'avais connu et qui m'intéressait aussi. Parce que moi, j'étais parti finalement dans l'idée du privé, de créer quelque chose. Et ils m'ont accompagné pour acheter cette société. Vous n'avez jamais eu envie de travailler dans la fonction publique? Non. Quand je suis rentré d'ailleurs et que ce projet a échoué, je vais faire en fait 2 stages de 3 mois et un de 6 mois au BIMIGEB à l'époque. Et nous avions à l'époque, si ceux qui sont dans les mines aujourd'hui savent, toutes les repérages et la cartographie des mines et des filons d'or du Burkina, c'était, nous l'avions fait avec l'équipe dont moi j'ai participé. Donc quand j'ai fini même, et on voulait me réintégrer immédiatement au BIMIGEB, et bon, à l'époque j'avais un 2SS d'ailleurs, qui aurait même pu me permettre que quelques années plus tard, j'en sois le directeur. Donc on me faisait voir tout ça, je dis non, moi vraiment je préfère faire le privé, et j'étais devenu même panafricain parce que je pensais que effectivement l'Afrique a besoin des hommes qui vont entreprendre aussi à côté de l'État des moyens pour développer notre pays, donner aussi du travail. Mais vous n'aviez pas peur de l'inconnu parce que au Burkina blocage, vous partez à Niamey. Bon, j'avais fait à Niamey, oui. J'avais des amis qui sont devenus fonctionnaires, qui étaient dans les affaires, on se connaît. Vous savez, quand vous faites l'école, les barrières tombent. C'est-à-dire, vous ne voyez même plus les nationalités, quoi. Et vous arrivez, Sahélio. Et voilà, je reprends Sahélio, agroalimentaire. je le relance. Est-ce que ça marche? C'était en 1900, comme je disais, lors du sommet France-Afrique ici, c'était la société de référence au Niger. Voilà. Et comme j'ai eu à vous le dire, je faisais des petits pots de confiture avec des pots en verre qui sont dédiés aux hôtels 5 étoiles. Et c'est comme ça que l'hôtel Silmandé avait commandé ces confitures. Et dans ces confitures, moi je faisais des confitures de baobab. Et au petit déjeuner, le président Chirac, en regardant l'ensemble des confitures, bon, il connaissait les autres, il a vu baobab, il dit mais attends, il y a des confitures, il dit oui, le fruit est gros et quand on enlève et qu'il chauffe, en fait le blanc devient rouge. Et donc il a goûté, il était tellement bon qu'il a demandé à l'hôtel de lui donner en tout cas au moins une 50aine de ces petits pots-là de baobab qu'il va ramener en France. Et en partant, il a fait un mot que l'hôtel m'a renvoyé à Niamey pour me dire voilà les félicitations du président français, et ça m'a vraiment fait chaud. Mais au-delà des félicitations, est-ce que véritablement, parce que la géologie, vous l'avez dit, ça nourrissait son homme, c'était la vision que vous avez, est-ce que Sahélio nourrissait son PDG? À l'époque non, parce que moi en fait j'étais allé là-bas en attendant que les choses se passent ici. Parce que j'avais la conviction aussi que même ici, cette société de forage pouvait marcher. Donc j'ai dit à mes parents, écoutez, acceptez que j'aille au Niger pour 2-3 ans. Le temps de et si ça reprend, j'allais avoir un appoint là-bas qui me rentrait et que je relance les choses ici. Bon, malheureusement, les choses étaient plus difficiles là-bas et il m'a fallu plus de 9 ans pour porter cette entreprise-là vraiment au top, pour que ça devienne une entreprise vraiment performante. Voilà, qui nourrit son nom, bien sûr. Et pendant plus de 15 ans également, vous êtes secrétaire général, oui, coordinateur principal de l'organisme de développement durable. Voilà, en fait, c'est de l'expérience. Valpro vient du souci que quand moi j'ai commencé cette usine, qui était une usine de transformation des matières premières, parce que moi, ma vision aussi, c'est que nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Donc cette usine était en fait une société de transformation des produits locaux. C'est-à-dire, comme je parlais du baobab, nous faisions du bissap, mais nous faisions aussi de la tomate concentrée qui venait des coopératives environnantes de Maradi pour valoriser ces choses. Par exemple, il y a beaucoup de vergers au Niger, surtout dans la zone de Maradi, sur le fleuve Gouloubi, qui en fait avait eu un projet de la Banque mondiale et qui avait cultivé des vergers de mangue, de goyave, etc. Donc, je transformais les confitures de goyave, de jus de mangue, comme fait actuellement, donc, faisait Savannah. Et aujourd'hui, nous avons à Banfora la société Dafani qui en fait la même chose, la transformation. Donc, l'idée de cette transformation, pour moi, c'est la base du développement de l'Afrique. Et c'est pour cela que vraiment, je me suis investi dedans en me disant, il est important, par un transfert des ressources et des richesses du pays, des intellectuels vers les paysans. Parce que celui qui cultive sa mangue ou bien sa tomate, mais quand un fonctionnaire achète
une confiture ou bien un jus et qu'il boit, mais il y a l'argent qui part à ce paysan-là. Donc il y a quand même un transfert de richesse, vers les paysans. Alors vous avez également une casquette de diplomate. Voilà. Alors, du coup, consul honoraire du Burkina Faso pour les circonscriptions de Maradi et de Tillabéri. Voilà, c'est cumulativement à ces fonctions donc de PDG. Au Niger, nous n'avions pas à l'époque de représentation diplomatique. Et comme, en fait, le Niamey, c'est la capitale la plus proche de Ouagadougou parce qu'il ne fait que 500 km. Par rapport à Abidjan qui fait 1000 ou Lomé, mais les gens ont l'habitude d'aller vers ces zones-là, mais pas beaucoup vers Niamey. Donc, les Burkinabés qui venaient par là, et il y a une filière qui a commencé à se développer sur le Nigeria, en passant par Niamey, Maradi. Donc, il y avait beaucoup de tracasseries. Et beaucoup de compatriotes, chaque fois qu'ils venaient, se retrouvaient en disant, est-ce qu'il y a un Burkinabé ici? Parce que j'ai tel problème. Bon, on indiquait le PDG de Sahélio que j'étais. Et j'étais obligé d'intervenir auprès des autorités pour telle ou telle situation. Et petit à petit, bon, c'est revenu aux autorités ici qu'il y a vraiment un compatriote qui défend la cause des Burkinabés, qui séjournent là-bas ou qui sont de passage, et que ce serait bien qu'il ait quand même une protection diplomatique. C'est pour cela que j'ai été nommé consul honoraire. Qui s'est achevé en avril 2014. Oui, vous êtes déchargé en Conseil des ministres. Oui, entre-temps, je commence à militer à l'UPC. Vous êtes venu à l'UPC. J'ai même dirigé en 2012 la campagne. Voilà, mais en 2014, quand vous êtes déchargé de cette fonction, vous avez estimé que c'était une sanction? Bon, c'était une sanction parce que, premièrement, comme je dis, le consul honoraire n'est pas rémunéré par l'État. Même les meubles, c'est moi qui les ai mis en place. J'avais même payé un avocat qui s'occupait des affaires des Burkinabés de passage qui avaient des difficultés. Même le drapeau, l'État n'a pas été capable de me le donner. J'étais obligé de l'acheter, celui qui flottait sur le consulat. C'est pour dire que si c'est dans la défense des intérêts moraux des Burkinabés au Niger, il n'y avait pas de raison de me décharger tant qu'on n'avait pas... Mais ils ont estimé que vous résidiez maintenant au Burkina. Oui, mais les intérêts que j'avais là-bas, cette usine par exemple, faisait de moi que je suis plus là-bas qu'ici. Mais ce qui est plus grave, c'est que en fait, j'étais sur une liste, je ne sais pas comment mon nom s'est retrouvé, de retrait de passeport diplomatique, où il y avait le nom du président Roch, les Simon, les Salif, et moi j'étais le dernier 28e nom qui a été ajouté, je ne sais pas par qui, au ministère des Défenses, pour dire aux autorités de tous les pays que mon passeport diplomatique était annulé. Alors que j'étais en fonction, on ne m'avait pas enlevé. Donc quand je suis allé me plaindre au ministère des Affaires étrangères... Donc pour vous, tout cela était politique. Je suis encore votre consul au Niger et je vois que mon nom circule dans les ambassades comme quoi mon passeport diplomatique est déjà annulé. Ah, ils ont dit que c'est une erreur qu'ils vont corriger. Ils étaient sortis à l'époque pour dire que les autres n'étaient plus en fonction. C'est pour ça qu'on a retiré leur passeport diplomatique, mais moi j'étais en fonction. Comment on pouvait l'expliquer? Dites-moi, si ce n'est pas politique. Voilà. En tout cas, votre engagement politique en 2010, en tout cas dans l'arène politique, vous adhérez à l'Union pour le progrès et le changement, à la création du parti. Pourquoi déjà ce saut dans l'arène politique? À ce moment-là, vous étiez un PDG tranquille. Et en plus, diplomate consul honoraire, vous avez fait prospérer. En fait, quand j'étais là-bas, mon séjour en Europe, et quand j'étais en Europe, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde. Et quand j'étais PDG aussi, j'ai été à un moment donné président du patronat des industries du Niger. Et j'ai eu à les représenter dans plusieurs pays, lors de sommets, d'ateliers. Et j'ai remarqué qu'il y avait un développement. Et ça coïncidait avec le vent qui soufflait, le vent de l'Est, avec les vagues de démocratie. Et je voyais que, même si au Burkina ça bougeait, ça restait figé. Et j'avais vraiment envie que les choses bougent pour mon pays sur le plan de la démocratie. Et n'oubliez pas que mon ami Norbert Zongo venait donc de se faire carboniser. Et vraiment, ça a été un choc pour moi. Vous comprenez? Et ça me dit que si vous ne faites pas la politique vous fait. Et donc, j'ai commencé à me dire, il ne suffit pas d'être bien, il ne suffit pas de tirer son épingle du jeu, il ne suffit pas de participer au développement de l'Afrique en transformant les produits locaux, il ne suffit pas de défendre tes compatriotes quand ils ont des difficultés, il faut rentrer dans l'arène pour apporter un changement. Parce que quand vous n'êtes pas décidé... Pourquoi vous choisissez l'UPC? Alors, est-ce que c'est la figure de Viviane Diaby? Quand je fais ce constat, je me dis, je ne peux pas rentrer et œuvrer avec ces gens-là qui vraiment tous les jours posaient des actes sur les droits des hommes. C'est connu
que vraiment pendant 27 ans, ce régime-là vraiment a commis beaucoup de crimes de sang économique. Vous comprenez? Donc il fallait quelque chose de nouveau. Et né le forum des citoyens pour l'alternance. Pour l'alternance, le focal. Le focal. Et là, l'idée du sommet de cette alternance m'a fait dire, ah, c'est vraiment par là qu'on doit rentrer en politique. Voilà. Et c'est comme ça que du focal, maintenant, il y a eu l'UPC qui est né des cendres du focal. Et donc, tout de suite, je me suis dit, c'est là que je dois aller. Est-ce que la figure de Zéphirin Diabré y était pour quelque chose? Bien sûr, je le connaissais, puisque au Niger, il venait souvent pour Areva, pendant que justement j'étais diplomate, et j'ai eu à échanger quelques fois avec lui. Et quand on m'a dit qu'il quittait Areva pour rentrer pour son pays, pour défendre les valeurs de son pays, pour qu'il y ait de l'alternance dans son pays, pour qu'il y ait plus de démocratie, c'était la géologie aussi là-bas. Vous voyez, le déclic se fait tout de suite en se disant, tiens, voilà quelqu'un qui est bien, ben, moi aussi je suis bien, mais si il veut rentrer pour son pays, moi aussi je peux le faire. Et voilà un peu comment je le contacte, je viens ici, je vais le voir, on échange, et puis c'est parti pour l'UPC. C'est donc parti, vous êtes vice-président du parti, directeur national de la campagne électorale pour les élections couplées législatives et municipales 2012, résultat 19 députés, 19 maires pour une première participation à des élections. Octobre 2014, l'insurrection, 30-31 octobre, Zéphirin Diabré, votre président, à l'occasion de prendre la direction de la transition. Sur ce plateau, il nous a expliqué à l'époque, finalement il a refusé. Est-ce que vous étiez aligné déjà sur cette position à ce moment précis? Oui, on était aligné sur cette position parce que effectivement, on a essayé avec la CEDEAO, l'UEMOA, de voir comment on pouvait changer un peu les choses pour que au Burkina, quand même c'était singulier, on puisse accepter que quelqu'un conduise la transition et se présenter aussi. Ça ne remettrait pas en cause la sincérité des élections, ce que nous n'avons pas pu faire. Par contre, ce qui était possible, qui était une deuxième alternative, qu'à l'époque déjà nous proposions, c'était qu'un de nos camarades, puisque le parti quand même a des personnes et des personnalités, des cadres, on dit que l'UPC c'est un parti d'intellectuels, si lui ne pouvait pas y aller, qu'un des camarades préside la transition. Pour que lui puisse se présenter derrière? Oui, pourquoi pas? Avec le recul, certains de vos camarades ne partageaient pas cette option. J'ai reçu certains ici qui ont estimé qu'ils ont trouvé que ce n'était pas un bon choix à l'époque. Est-ce que finalement, ils n'ont pas eu raison? Non, vous savez, on a toujours raison quand le pronostic devient présent. Vous voyez, c'est normal. Moi, je dirais qu'ils ont raison. Parce que si la vérité rattrape ce que vous avez dit, mais vous êtes un prophète. Donc pour moi, aujourd'hui, je vois qu'ils ont raison. Mais à l'époque, ça pouvait tourner autrement. Et nous étions convaincus réellement qu'en 2015, le président Zéphirin pouvait être élu. Sincèrement. Parce que, vu ce qu'il a pu amener au Burkina, la dynamique qu'il a amenée pour l'insurrection, nous pensions qu'il a démontré qu'il pouvait quand même gérer ce pays et qu'il a les compétences, ça, personne n'en doute. Mais le peuple en a décidé autrement, et nous nous sommes inclinés. Directeur national de campagne également pour ces élections-là. Tout à fait. 2015, 33 députés, 33 maires, chef de file de l'opposition, mais pas président. Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec en ce moment-là? Non, on ne pouvait pas vivre ça comme un échec, mais pas aussi comme un succès. Puisque de l'autre côté, on avait quand même 33 députés, et on en avait 19. Donc il y a une progression de ce niveau. Les mairies aussi, on est passé à 33, il y a une progression, mais on a raté la présidentielle. Donc c'était mi-figue, C'était quand même l'objectif principal. Bien sûr. Mai 2016, vous êtes élu conseiller de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. Vous également, vous échouez à prendre la mairie. Tout à fait. C'était votre ambition avec votre programme d'une ville plus humaine. Voilà. Comment vous l'avez vécu à titre personnel? Non, à titre personnel, c'est toujours difficile quand un parti vient d'arriver au pouvoir, le MPP de l'époque, que vous arriviez un mois après, ou 2 mois, ou 5 mois, et que vous le battiez aux élections. Si vous remarquez les vraies démocraties, quand un président est élu, il dissout l'Assemblée et automatiquement, ça n'a jamais raté, il a toujours la majorité à l'Assemblée. Il y a une dynamique qui est là. Donc je trouve que j'ai échoué, c'est vrai, mais je trouvais que le résultat que nous avions obtenu, la différence de voix était de 8 conseillers. Avec 118. Voilà.
Et lui, là, 126. voilà, donc si on divise en deux, si on mettait 8 de chaque côté, on était à égalité, il suffisait d'une voix pour que je sois maire. Donc pour moi, c'était vraiment arrivé au sorti de cette brillante élection de Roch Marc Christian Kaboré, de 55 de ces députés qui se battaient sur un, de l'ancien maire Simon, mon grand frère avec qui on a rudoyé pour cette campagne municipale. Pour moi, je trouvais que bon, on aurait aimé, mais finalement, adjoint au maire aussi, c'était bon et que ce que je pouvais apporter, je l'apporterais pour... Troisième adjoint au maire, voilà. Vous l'avez déjà dit, c'était une cohabitation, on peut le dire ainsi. Non, pas du tout. C'était pas une cohabitation, non, parce que bon, à l'époque, c'est ce que certains avaient dit. Vous avez pensé que c'est une cohabitation par acclamation. Oui, c'est une cooptation, voilà. Parce qu'en fait, je vais le dévoiler aujourd'hui sur votre plateau. Parce qu'il y a un de vos journaux qui l'avait titré. Quand les élections sont finies et que du côté du MPP, Armand était pressenti, et que moi j'étais pressenti de l'UPC, on a commencé à se rencontrer chez le Pénava. Il y a même un journal de l'époque qui a dit « Qu'est-ce que fait BOND et Nathanaël chez le Pénava ?» En fait, on était en train de voir comment créer une dynamique citoyenne pour la ville. En quittant, parce que moi je faisais partie des gens qui croient, et moi je le crois toujours. En laissant tomber les cloisons. Oui, et je crois toujours que notre pays, si on peut mettre toutes nos intelligences, on va pouvoir le développer, que si chacun restait dans son chose. Et d'ailleurs, j'étais de ceux qui voulaient qu'on rentre au gouvernement à l'époque. Hein. Donc, pour moi, composer pour que la ville se développe, pour moi, c'était le minimum que je puisse apporter. Déjà, donc, on s'était entendu que si moi je passais, lui rentrait dans mon gouvernement BOND, et si lui passait, moi je rentrais dans son équipe. Vous étiez pour que l'UPC aille dans le gouvernement. L'UPC, Nathanaël. Nathanaël. Parce que l'UPC, je parle à l'époque, rentrer dans le gouvernement. Ah oui, j'étais parmi ceux qui disaient que depuis 2016, janvier 2016, que nous devions rentrer dans le gouvernement, parce que d'abord, c'était pour l'intérêt de notre pays. Ce qu'on a fait aujourd'hui, 5 ans plus tard, et vous m'avez dit tout de suite, quand c'est comme ça, on vous dit que vous êtes visionnaire, on vous dit que vous êtes prophète, puisqu'on l'a dit depuis 5 ans. Voilà qu'aujourd'hui, on est tous dedans maintenant. On aurait dû le faire plus tôt. Mais on aurait dû aller plus tôt pour l'intérêt de notre pays. De 10 octobre 2020, coup de tonnerre, vous démissionnez de l'UPC. Tout à fait. Évoquant des blessures profondes. Tout à fait. Et pour ne pas perdre votre âme, dites-vous, vous avez eu du mal à digérer le fait d'être battu au primaire pour les législatives. Bon, c'est encore une fois un des mensonges politiques qui a circulé à mon encontre. On dit que j'ai été battu à des primaires. Et j'ai toujours dit aux gens, je suis prêt à affronter n'importe qui devant n'importe quel plateau, qu'il me donne le score de Nathanaël Ouédraogo contre Issouf, maire de Komsilra, puisque c'est nous deux qui prétendons à la tête de liste. Qu'on me donne le score. Ça me suffira pour dire, effectivement, j'ai été battu. Et je peux vous affirmer, il n'y a pas eu d'élection. Donc on ne peut pas dire que tu as été battu à des primaires. Je me suis retiré. C'est ce que le président Diabré avait dit à l'époque. Je viens de vous qualifier ça d'un mensonge politique. Et je le réitère. C'est un mensonge politique. Il n'y a jamais eu d'élection entre Issouf, maire de Komsilga, et Nathanaël Ouédraogo lors de cette rencontre à Jean-Pierre Guingané. J'ai désisté en faveur du maire parce que j'ai considéré que la façon dont étaient conduits ces primaires allait nous diviser encore et c'était un déni de démocratie. Voilà pourquoi je me suis retiré de la compétition. Il n'y a pas eu d'élection. À l'époque, est-ce que vous étiez déjà frustré de vous retrouver en compétition parce que vous étiez quand même le vice-président du parti? Pas du tout. Vous avez conduit la campagne. Je vais vous dire que la démocratie, pour moi, hein, la démocratie... Vous aurez souhaité qu'on vous impose. Vous avez jamais. Au contraire, je vous affirme que le jour que j'ai dit que je laissais la place à mon jeune frère, Issouf Nikiama, maire de Komsilra, j'étais sincère. Et je suis ressorti sans aucun regret. Mieux, il y a eu la liste nationale qui a été publiée plus tard, où Zéphirin était tête de liste, avec des personnes où personne n'a élu. Je n'ai pas levé la moindre contestation. Je vais vous dire que mon départ n'est pas lié uniquement à ce positionnement sur les listes. Comme je dis, c'est un constat que nous avons fait. Depuis certains camarades, comme je vous disais, depuis 2015, après cette élection, où il fallait rentrer dans le gouvernement du MPP avec, encore une fois, l'ensemble des insurgés pour conduire une dynamique dans ce pays. Imaginez si ce qui se passe maintenant,
avec le président Zéphirin et nous autres et tout ça là. Si on l'avait fait il y a 5 ans, je pense qu'on aurait apporté un peu plus à notre pays. C'est un gâchis. Donc depuis ce moment, il y avait déjà des divergences qui commençaient à naître. Et quand tout cela est arrivé, je peux vous dire une chose. Après tout ça là, et je vais vous c'est un secret que je vais vous révéler encore. J'ai été proposé pour être directeur de campagne de 2020 de Zéphirin Diabré. Si c'était vraiment les listes là, mais je n'allais pas laisser jusqu'à ce qu'on me propose des choses comme ça. C'est parce que des constats sont faits et je me suis rendu compte que réellement, en fait, en dehors des ambitions personnelles démesurées, il n'était plus question du pays. Il y avait des problèmes de démocratie à l'intérieur, de gouvernance à l'intérieur. Et ça commençait à être très criard. Et mieux, nous sentions que le peuple n'est pas idiot. Vous savez, malheureusement, il y a eu ce son-là qu'on a lancé. Le peuple, vous êtes trompé en 2015, ne vous trompez pas. Vous pouvez dire un peuple qui se trompe. C'est être prétentieux. C'est être prétentieux de dire que le peuple burkinabé s'est trompé en 2015. Ce n'est pas un bon langage. Un peuple ne se trompe pas. Un peuple prend son destin en main. Ils ont pris leur destin en main en 2015 en disant « nous voulons Europe ». On assumait et on avançait. On proposait une alternative en disant « nous voulons aussi pouvoir démontrer ce qu'on pouvait ». Il y avait beaucoup de choses comme ça qui ont fait que des camarades ont quitté, en commençant par Wali. Ensuite, il y a eu Élysée. Ensuite, il y a eu Tambi. Ensuite, il y a eu 13 qui ont démissionné. Quand même, on ne peut pas au total, sur 33 députés en bout de course, se retrouver. Vous savez pourquoi on n'a pas exclu les 13 députés? Si on excluait les 13 députés, le président Zéphirin ne pouvait plus être chef de file. De l'opposition. Vous voyez? Donc, il y avait des questions dedans qui étaient difficiles à gérer. Donc, ce n'est pas le fait des listes, comme je dis, mais ça fait partie. C'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion, simplement. Alors, ce qui pose quand même question, c'est le timing. 10 octobre, nous sommes en pré-campagne. Tout à fait. Pleine pré-campagne. Certains ont vu, en tout cas, une trahison, ou en tout cas une volonté. C'est ce qu'on a dit. À ce moment-là, de casser le parti, à la limite. Moi, je pense que une désertion en temps de guerre. Quand je suis rentré en 2000, comme vous dites, et qu'on m'a retiré mon passeport et qu'on m'a enlevé de mon poste de diplomate, c'était à la veille, c'était après les élections où j'ai participé, avec même la voiture du consulat, qui est ma propre propriété, mais qui est immatriculée diplomatie. À l'époque, ce n'était pas une trahison. Hein? Non? Si on a eu, après 2 ans, directeur de campagne qui vient apporter 19 députés, 19 mairies, ce n'est pas une trahison. Ok? C'est là que les gens m'ont découvert, même à l'UPC. Mais c'était à la veille des élections. Donc, si je rentre à la veille d'élections, ce n'est pas une trahison. Quand je quitte à la veille d'élections, c'est une trahison. Moi, je ne considère pas qu'il y ait une trahison. Mais je suis d'accord avec certains qui disent que ça a impacté négativement leur campagne. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous avez en ce moment-là déjà eu des contacts avec la majorité? Jamais. Ça, je peux vous le dire. Jamais. Au moment où vous démissionniez, voilà. Il n'y avait jamais eu de contact ni avec Simon Compaoré, ni avec... Jamais. Je vous dis Simon Compaoré, j'avais plus de 2 ans, je n'avais même pas vu Simon Compaoré ou téléphoné à Simon Compaoré. Depuis 2 ans au moins. C'est pour vous dire encore une fois, on dit que ça a été planifié, rien n'a été planifié. Et je peux vous dire une chose, tous les démissionnaires de l'UPC, les centaines qui ont démissionné là, je peux vous affirmer qu'il n'y a eu aucune concertation avec personne. Du point de vue à moi-même, nous ne sommes pas concertés pour quitter l'UPC. Chacun, à un moment donné, se dit, écoutez, il y a des élections qui arrivent, est-ce que c'est normal que nous laissions parce que aussi chaque personne que nous sommes a des gens qui croient en nous et qui acceptent les consignes que nous donnons. Si nous taisons, des gens vont voter pour que l'UPC arrive au pouvoir. Moi, j'étais convaincu que ce serait une catastrophe pour le pays. Donc, je ne pouvais plus continuer. Et je devais arrêter et dire, moi, je ne suis plus dans cette affaire. Ceux qui veulent continuer, ils continuent. Ceux qui veulent, parce que je dis je ne suis plus là, ne plus continuer, ça les regarde. Et la population doit en être témoin que j'ai pris mes responsabilités à un moment où ce n'est pas facile, je vous affirme. Mais ce qui est plus grave, que moi je voudrais ajouter, c'est que quand nous sommes partis, on nous a traités, comme vous avez dit, de traite, pourquoi d'ailleurs on part et on le dit, pourquoi on publie dans les journaux, dans les machins Facebook, pourquoi que nous quittons, mais c'est normal. J'ai fait 10 ans à l'UPC, 10 ans que je suis à l'UPC.
quand je quitte l'UPC, s'il faut pendant 10 ans dire que je ne suis plus à l'UPC, moi je le dirais. Oui. Pourquoi pendant les 10 ans, on ne m'a pas dit de la fermer? Et que maintenant je sors, je n'ai pas le droit de dire que j'ai quitté? C'est pour dire encore que effectivement il y avait des enjeux. Et je comprends encore une fois que des gens voient que ça impacte négativement la campagne de l'UPC. Et ça, j'assume la responsabilité. Okay. En tout cas, vous avez décidé donc de soutenir le candidat Roch Kaboré. Après votre démission, apparition très remarquée au grand meeting au stade du 4 août, on se souvient. Quelles sont les bases de cette alliance? Voilà. En fait, comme je disais, on nous a vilipendés. Et vraiment, je suis à l'intérieur de la maison, je sais comment ça se passe. Hein? Comment les activistes sont organisés. Et on a voulu vraiment nous salir et nous jeter en pâture. Et comme je dis, il y a des mensonges qui ont été dits par les plus hautes premières responsabilités de ce parti-là, comme l'histoire de cette primaire où j'ai été battu, qui n'a jamais existé, et qui a dirigé ces primaires-là ce jour-là. C'était le président Zéphirine lui-même, il sait qu'il n'y a jamais eu d'élection. Donc quand nous avons vu ça, bon, les camarades m'ont dit, on ne peut pas continuer à dire qu'on ne compte pas, qu'on a été battu, c'est parce qu'on est minoritaire. Bon, il faut quand même qu'on montre que quand même on compte. J'ai dit, moi, ce n'est pas ça le plus important. Moi, ce qui est important, je ne veux pas que je trompe des gens qui vont voter parce qu'ils pensent que je suis sincère, ils croient en moi et ce que je vais donner. Si vous voulez, on crée un mouvement associatif qui va, comme certaines associations de développement ou de la gouvernance, etc., politique, bon, sortent de temps en temps donner leur vision et leur compréhension de ce monde, de ce visage. Donc les candidats disent oui, ok, on peut faire ça, comme ça on verra. Effectivement, nous sommes alliés à Jean-Pierre Guincané avec un mouvement associatif qui n'était pas un parti politique. Pour seulement dire aux gens, vous voyez tous ces gens-là, les milliers qui étaient là, on compte quand même. Et mieux, nous aurons notre mot à dire chaque fois qu'il s'agirait... Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de contrepartie dans cet engagement? Nous, on a fait comme ça d'abord, on était contacté par personne quand on a fait ça. Et quand ils ont vu ça à la veille des élections, la plupart des candidats à l'élection présidentielle m'ont appelé en disant, mais monsieur Ouedraogo, on a vu votre mouvement, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous soutenir? Et ils ont fait pression sur mes camarades. Et chacun disait, ah non, il y a tel candidat qui veut qu'on le soutienne, un tel appelé. Bon, je peux vous dire, j'ai reçu des appels même de l'étranger, de candidats qui étaient au Burkina. Vous savez de qui je veux parler? Pour dire de venir. Canada, vous voulez dire? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit à l'extérieur du Burkina. Mais c'est pour vous dire que du coup, bon, les camarades se sont réunis et disent, bon, écoutez, vous avez dit au départ que vous ne voulez pas que les gens se trompent. Maintenant, on nous demande un appui, de clarifier votre choix pour que la population, bon, vous ne voulez plus qu'on vote pour l'UPC, mais vous voulez quand même qu'on vote pour quelqu'un, dites-le. J'ai dit, si on fait ça, nous ne sommes plus un mouvement, nous serons maintenant un parti politique. Il dit d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. On a fait une AG. Le mouvement démocrate. Ah oui, on a fait une AG, tout le monde s'est prononcé pour qu'on devienne un parti. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Alors, nous avons créé un parti et j'ai dit, bon, écoutez, nous allons approcher les candidats, chacun va nous donner notre programme. Certains camarades même peuvent aller dans les meetings. Pendant la première semaine, on refait un point et on vote pour voir quel candidat nous allons. Donc à l'époque, le choix Roch n'était pas... je vous dis, à part les contacts après notre meeting, on n'avait pas fait de choix. Et je peux vous dire que dedans c'était chaud. Hein. Chacun avait son candidat. Chaque démissionnaire avait son candidat qui voulait que... Finalement, c'est votre choix qui a primé, le choix de soutenir Roch. Oui, finalement, parce que nous avons fait une analyse pratique et pragmatique en disant d'abord, puisque nous avons fait déjà, comme je vous dis, un premier shortlist et nous avons retenu quelques candidats, 2 ou 3, dedans, dans lequel il y avait le président Roch Marc Christian. Mais est-ce qu'il y a eu des promesses? Est-ce qu'on vous a promis quelque chose? Pas du tout. On n'a même pas demandé. Je peux vous dire que quand nous avons pris cette décision, nous avons demandé à voir le président pour lui dire, voilà, le MODEM, lors d'une réunion hier, a décidé de vous soutenir. Et voilà les raisons. La continuité pour nous, c'est un signe de stabilité. Et dans les candidats qui étaient proposés, sincèrement, nous ne voyons pas quelqu'un d'autre qui réellement, pour les 5 ans à venir, pouvait, parmi les candidats-là, assurer la lutte contre le terrorisme, et s'attaquer au coronavirus et relever les défis de développement. Élection remportée par votre candidat. Voilà. Nouveau gouvernement, Zéphirine Diabré, ministre d'État chargé de la réconciliation, auprès du président du FASO, l'UPC donc qui fait son entrée à la majorité. Est-ce que d'abord vous avez été surpris? J'ai été surpris. Je vous dis que j'ai eu plusieurs sons de cloche
qu'on est venu me dire que Zéphirin rentre au gouvernement comme ministre de la réconciliation, on m'avait dit, et des réformes de l'État. Je dis, moi, je rêve, vous rêvez. Connaissant le monsieur et vu ce qui s'est passé pendant cette campagne, où il était virulent, il était très virulent. 0 sur 20 partout. Vous voyez, et vraiment, et puis il y a eu aussi, pour moi, là où j'ai été inquiet, c'est quand on a appelé, l'UPC a appelé ses militants à marcher sur la CENI. Et que, quelques temps après, quelques jours après, vous rentrez dans un gouvernement pour travailler avec ce monsieur. Je dis non, ce serait vraiment inconséquent. Ce serait vraiment... vraiment, ça me décevrait doublement. Parce qu'en ce moment, ça veut dire que tout ce que vous croyez en l'homme là n'existe plus. Donc vous avez été déçu. Plus que déçu. Ce n'est pas une question de déception. D'abord, quand moi, je n'étais plus là-bas. Mais je vous dis que quand le gouvernement est sorti et que j'ai vu ça, et que ça se confirmait, je dis réellement, je me demande que c'était un gâchis, mais 10 ans à l'UPC. Ça, je le dis franchement. Mais encore une fois, comme je disais il y a 5 ans, nous avons demandé cela. Pourquoi faire ce gâchis-là? Pourquoi faire 5 ans de gâchis? Si nous avions accepté, bien sûr, qui aurait conduit à l'époque l'équipe qui rentre au gouvernement? C'est le président Zéphirin. Donc pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis immense qu'aujourd'hui nous devons reconnaître. Mais tant mieux. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, son entrée au gouvernement, si ça peut amener notre pays sur de nouvelles dynamiques... Est-ce qu'il a le plus bon profil pour assumer cette réconciliation? Ça, je n'en sais pas parce que ce n'est pas moi qui l'ai nommé. Souvent, vous le connaissez très bien. Non, mais je le connais très bien, mais pas sur tous les plans. Là, on l'appelle pour des questions de réconciliation. J'imagine qu'il a été consulté comme quand on fait un gouvernement. Soit il a proposé ou on lui a proposé. Sûrement qu'on a vu en lui certains critères que peut-être j'ignore. Mais moi, je ne peux pas décider aujourd'hui de quel profil. Quand vous recrutez, moi j'ai été PDG, j'épluche les CV. Parfois même, je fais faire des enquêtes, j'appelle l'ancien... Est-ce que vous êtes optimiste pour lui quant à cette mission? Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste, je lui souhaite bonne chance, c'est différent. Quels sont vos rapports personnels avec lui aujourd'hui? Nous n'en avons pas aucun. Depuis le jour que je suis allé lui remettre en main propre ma lettre de démission, nous ne sommes ni appelés ni vus. Si Zéphirin Diabré vous appelle? Je décrocherai mon téléphone et je lui saluerai. Bonjour monsieur le président, ou bonjour monsieur le ministre. Avec vos camarades, comme je l'ai dit, vous avez créé le MODEM, le Mouvement démocrate, Parti social-démocrate, dont vous êtes aujourd'hui le président. Avec quelles ambitions le MODEM aujourd'hui? Voilà. Bon, comme je dis, c'est de la volonté de la majorité que nous avons accepté d'aller sur un parti politique. Et un parti politique ambitionne quoi? La conquête du pouvoir. Ce qui se présente devant nous, c'est les élections municipales qui, il paraît, peuvent être reportées. Donc, notre ambition, c'est de se faire élire. J'ai dit lors du congrès qu'un non politique sans mandat, c'est comme un arbre sans fruit. Nous devons, si nous sommes vraiment engagés, aller demander auprès de la population un mandat pour parler en leur nom. Et c'est ça, la conquête donc de l'électorat par le MODEM pour pouvoir parler et agir. C'est bon d'avoir les idées, mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Ça, c'est ça également. En 2012, quand il y a eu la campagne, on regarde ce truc avec mes enfants et on rigole. Vous avez fait un bêtisier à l'époque, je ne sais plus si vous vous rappelez. Il y a quelqu'un qui dit que mes politiques là, c'est pas T-shirt qui va développer le pays. Hein. Le Blair là, il n'avait même pas les 1 franc quand il a commencé le politique. Maintenant, il est millionnaire. Donc, c'est pour dire que les moyens, je pense que ça se trouve. Et quand je vois la qualité que nous avons au MODEM, c'est-à-dire les ressources humaines. Nous avons beaucoup de ressources humaines. Des gens, des professeurs de haut niveau. Je parle de professeurs d'université, hein, pas des gens qui ont été au niveau africain. Des responsables. Voilà, la matière grise. Et nous avons aussi des personnes qui sont des acteurs du monde économique. Et nous avons aussi des gens qui sont acteurs du monde associatif. Je crois que tout est réuni pour, en tout cas, que les ressources nécessaires, humaines, matérielles et financières, soient réunies pour que le MODEM puisse aller à la conquête de l'électorat. Monsieur Ouédraogo, actualité avec, on sait que le mandat, bien sûr, le second mandat est sur les rails. Le Premier ministre vient de faire sa déclaration de politique générale qui trace un peu le chemin de ce qui va être l'action gouvernementale. D'abord, quelle est la lecture que vous faites
de cette déclaration et de tout ce qui est proposé aujourd'hui? Bon, d'abord, la déclaration relève de notre Constitution qui dit que le Premier ministre fait une déclaration de politique générale à sa prise de fonction et que cela vaut investiture. Donc, sur ce plan-là, la loi est respectée et nous les félicitons parce que nous voyons encore une fois que vraiment les autorités s'attachent à ce que la Constitution soit respectée en tout lieu et en tout temps. Et ça, c'est déjà un bon signe. Et le contenu? Alors, maintenant, le contenu, c'est des grandes lignes qui ont été projetées. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut se lever et dire ça, c'est pas bon. C'est sur le terrain que nous allons observer la mesure, nous allons observer le rythme qui est donné, nous allons observer maintenant les actions concrètes. Et je crois savoir que, 2000, il y avait un atelier sur le RND, voilà, qui est en cours de construction pour remplacer le PNDS. Remplacer le PNDS, oui. Voilà. Donc pour nous, nous attendons, et parce que ça serait chiffré. Si moi je vous dis que je veux développer l'éducation et que je veux que tous les Burkinabés aient accès à l'eau, vous serez d'accord avec moi. Mais si je dis ça... parvenir, avec quel moyen? Si moi je vous dis ça, et que dans mon budget, vous voyez que moi j'ai mis, au lieu de mettre l'école, je ne sais pas, tant de milliards, je mets 100 millions, et puis que là où je n'ai pas dit je mets des milliards, vous allez dire mais attends, il ne va pas arriver là. Donc vous attendez de voir. Et le découpage du territoire, c'est l'une des annonces qui a été faite. Je pense qu'il est important que nous puissions voir quel est le meilleur schéma. Vous savez, les infrastructures là, et la structuration, c'est toujours la base du développement. Mais dans le principe, vous êtes d'accord pour ce redécoupage? Non, mais on serait toujours d'accord. Maintenant, si vous me découpez comme on m'a fait de mon village Sonré, vous savez que la ligne passe sur la cour du chef de Sonré. On appartient à moitié à Ouaga et à moitié à Komselra. Je ne serais pas d'accord avec vous. J'ai dit soit vous me contournez, vous mettez Sonré à Ouaga, ou vous contournez, vous nous mettez à Komselra. Donc, sur le découpage-là encore, nous attendons de voir. Le président Roch Kaboré est à Paris cette semaine, rencontre avec le président Macron, en prélude bien sûr au sommet du G5 Sahel en N'Djamena, le déploiement également de la France débattu par le Sénat français, qui aujourd'hui estime que, en tout cas, l'engagement français dans le Sahel mérite en tout cas débat. Tout à fait. En projet, on envisage éventuellement une réduction des effectifs. Effectivement. Quelle est la lecture que vous avez de tout cela? Est-ce que ça vous inquiète de voir aujourd'hui que, par exemple, la France envisage de diminuer ses effectifs? Bien sûr que c'est inquiétant. Mais ce qui ne me paraît pas trop grave, c'est que si vous avez remarqué depuis un moment, en tout cas moi j'observe que les attaques terroristes sur le territoire burkinabé diminuent. Je sens qu'il y a même des contre-attaques. C'est-à-dire l'armée lance maintenant des attaques en direction des sites et des gîtes. Elle ne se contente plus de se défendre. De se défendre. Donc pour moi, ça veut dire que si la France le fait, en concertation avec le Burkina, parce que nous avons maintenant les capacités d'atteindre un certain niveau, rappelez-vous qu'il y a quelque temps, la France avait envoyé en urgence des renforts. Parce que sur le terrain, on sentait que réellement, les djihadistes prenaient du terrain. Si après, je crois que c'était 600 hommes, quelque chose comme ça, qui étaient envoyés en urgence, on doit réduire, parce que justement, le Burkina, son armée, avec justement les volontaires de défense de la patrie, ont pris de la graine et peuvent mener certaines actions. C'est normal que petit à petit, l'armée française se retire. Et ce serait normal. Plus de 5000 hommes aujourd'hui. Voilà. Et ce serait normal qu'eux, ils décroissent et que nous, on croisse. C'est le but de la souveraineté nationale. Et je crois qu'aller négocier ça, moi je suis parfaitement d'accord avec le président Roch Marc Christian Kaboré. C'est normal que si ils se retirent, ils vont augmenter peut-être des moyens que nous n'avons pas. Par exemple, des moyens de surveillance, des moyens aériens, mais au niveau du Sénat, on estime que, par exemple, ouais. Au sommet de Pau, c'était la dynamique militaire. Tout à fait. C'est la dynamique diplomatique et politique dans la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que, au-delà de la calache, il va falloir autre chose. On a toujours dit ça, et je crois que nos autorités étaient conscientes de ça. C'est-à-dire que toutes les guerres finissent autour d'une table. Les deux guerres mondiales, elles ont fini autour d'une table où les nazis sont allés signer leur capitulation. Forcément, moi je trouve que, mais il faut toujours, moi je crois, un État démontrer d'abord ta puissance pour négocier en position de force. Et c'est pour cela que la calache
dans un premier temps, été privilégié, et je crois que c'est une bonne stratégie. Maintenant, nous allons négocier en position de force. Les gens disent que Blaise, etc. Mais Blaise, à l'époque, avait une position de force. Et quand il disait aux terroristes, bon, moi je cède ça, en contrepartie, vous donnez ça. Mais quand vous êtes en position de faiblesse, vous ne pouvez pas négocier. Justement, Blaise Compaoré, on va en parler. On a vu la vidéo de ces 72 ans qui ont ému plus d'un. Cette sortie également de Newton Ahmed Bari, le président de la CENI, qui estime que ce n'est pas notre honneur que notre ancien président végète en exil. Aujourd'hui, certains estiment qu'au nom de la réconciliation, par exemple, il faut tout faire pour que le président rentre au Burkina. Quelle est la lecture que vous en faites? Non, moi je pense que je voudrais réaffirmer ici que moi, ma vision de notre monde, c'est un monde de justice. Le Burkina n'a aucun problème de réconciliation. Peut-être on utilise ce mot-là pour dire cohésion sociale, qui est deux choses différentes. Il y a eu deux pays qui ont parlé de réconciliation. C'était le pays de Kagame. Le Rwanda, le génocide. Vous voyez, c'est un génocide. C'est une affrontation avec des millions de morts. Il n'y a pas eu ça au Burkina. Il y a eu l'Afrique du Sud qui a fait vérité, justice. Après l'apartheid. Parce qu'il y avait une fracture plus que sociale qui a amené qu'il faut réconcilier les gens. Ici, il n'en est pas question. Moi, en tout cas, tous les jours, je sors, je vais au stade, je marche, on se rencontre, on se salue. Je n'ai pas l'impression de la cohésion sociale et surtout de justice. Et moi, je dis... Il faut que Blaise Compaoré revienne, par exemple. Non, d'abord, il y a deux choses. C'est lui qui doit décider s'il veut venir ou s'il ne veut pas venir. S'il veut venir, je crois qu'il devrait passer par la case justice. Et de là-bas, même si j'étais à sa place, moi j'enverrais un message de vérité aux populations pour dire, pendant mes 27 ans, j'ai sûrement eu à faire des choses. Telle chose, c'est à mettre à mon actif. Telle chose, c'est à mettre dans mon passif. Et je demande au peuple pardon. D'abord la vérité. Quand il rentre, il a donné des pistes, la justice l'entend là-dessus. La justice, la vérité, la contrition. Maintenant, le fait qu'il rentre, qu'il se mette à la disposition de la justice, ne veut pas forcément dire qu'il faut l'amener à la Mako. Non, on peut aménager des conditions à la hauteur du fait qu'il est un ancien président du Faso pour qu'il reste dans des conditions acceptables, le temps qu'on instruit son procès et que la justice soit dite. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la justice, ce n'est pas pour le bourreau, c'est pour la victime. Et les victimes, ils sont nombreux ici. Ces gens-là, on ne peut pas les passer en perte de profit au risque que, justement, la mission de ramener les Burkinabés ensemble, de nous mettre ensemble, comme on est en train de le faire autour du Roch-Marc Christian Kaboré, pour travailler pour ce pays-là, n'échoue. En quelques mots, au report des élections, on en a parlé brièvement, le municipal et le référendum probablement reporté. C'était senti. Voilà, le Premier ministre a dit qu'il y a des réformes préalables. Il y a des réformes sur, par exemple, les municipales. On veut présenter maintenant un homme à la commune pour que les gens sachent que nous votons... Un suffrage direct. Direct pour les maires et diminuer aussi le nombre de conseillers. Qui, vous savez, le conseiller au maire, c'est gratuit au Burkina, c'est du bénévolat. Quand vous voyez certains qui vivent au-dessus des moyens, c'est que leur gouvernance là n'est pas vertueuse. Sinon, vous ne pouvez pas vivre comme certains le font de votre fonction de maire ou de conseiller. Nous sommes d'accord pour la réforme d'abord et ensuite, si ça permet que les choses se passent mieux, c'est toujours mieux d'attendre un peu et de refaire les choses pour partir de bon pied. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Je rappelle, Madame, Monsieur, l'invité ce soir était donc M. Nathanaël Ouedraogo, géologue, administrateur, gestionnaire des industries minières et extractives, PDG des industries agroalimentaires Sahello SA et président du MODEM, le mouvement démocrate. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.